Bienvenue dans Ainsi va la vie, le podcast ressources pour parler sans tabou de la mort et du deuil. Et oui, pourquoi éviter ces sujets alors qu'ils nous concernent tous ? Je suis Gaëlle Guigny, praticienne de shiatsu et accompagnante du deuil, curieuse et passionnée par les rencontres qui nous font grandir. Dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui nous partage son histoire, son expérience, son regard. Ces témoignages nous donnent des clés pour mieux surmonter les pertes dans nos vies et traverser nos deuils en conscience. Nous abordons ensemble des sujets essentiels, profonds, délicats, qui bousculent parfois, mais qui toujours nous rappellent à notre humanité. Ainsi va la vie, c'est le podcast qui nous rend plus vivants. Aujourd'hui, je reçois une femme étonnante. Karine Champagne est une ancienne journaliste et présentatrice du journal télévisé au Québec. Elle s'est métamorphosée et a radicalement changé sa perception et sa vision de la vie après une dépression et le décès de sa mère. Devenue coach, Karine a écrit un livre qui s'appelle « La poussière peut attendre », dans lequel elle parle de notre vie sur Terre comme d'un extraordinaire terrain de jeu. Il y est question de la mort, du deuil, de remise en question et de transformation, mais surtout d'amour et de gratitude. Préparez-vous à un échange pétillant et bienveillant qui vous conduira peut-être à questionner votre vie et à reconsidérer votre réalité d'une manière plus vaste. Merci Karine d'avoir accepté de participer à ce podcast. Je suis vraiment ravie. En fait, je t'ai découverte à l'occasion d'une conférence en ligne et avec une amie, on t'écoutait et on se disait « Mais qui est cette femme avec cette énergie incroyable ?» Alors, j'ai creusé et puis j'ai découvert ton travail sur la mort. Et puis, tu as accepté qu'on fasse un épisode ensemble. Donc, bienvenue dans Ainsi va la vie. Merci Gaëlle de l'invitation. Merci de l'introduction. Je suis déjà, chacune de mes cellules vibre en ce moment au contact de ton énergie. Alors, je suis vraiment très contente. Alors, Karine, petite question rituelle de début d'épisode. Est-ce que tu peux nous raconter quel a été ton premier contact avec la mort ? Mais c'est plutôt drôle et c'est tout sauf dramatique et plutôt rigolo. Alors, s'il vous plaît, juste prendre ça vraiment avec un grain de sel. La pire mort que j'ai connue, c'est le décès de mon hamster. Je pense que j'étais en 3e année environ, puis le professeur avait appelé à la maison en disant « Mais ça n'a aucun sens, Madame Champagne, votre fille pleure tellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a été battue ou exposée à une violence? » Puis ma mère a dit « Ben non, imaginez-vous donc que son hamster est mort. » Puis j'étais convaincue que ma mère avait tué mon hamster parce qu'elle était tannée du bruit que ça faisait puis de la saleté que ça faisait. Fait que j'ai vraiment accusé ma mère de meurtre au 1er degré, qui était donc mon hamster. J'imagine que vous sentez déjà l'énergie et la personnalité de Karine dans cette première réponse. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas, Karine, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quel est ton parcours ? Je vais y aller très rapidement, juste pour vous dire que je suis une ancienne lectrice de nouvelles, donc j'avais un rôle très sérieux de livrer l'information pendant 21 belles années où c'était un choix de carrière qui était mon premier choix, une grande passion depuis que j'étais toute petite. Et je l'ai finalement transformé pour faire autre chose, pour créer plus et surtout pour utiliser ma voix dans un dessin beaucoup plus positif, pour créer beaucoup plus de conscience au lieu de créer de la peur. Alors récemment, je prenais juste conscience que je livre encore de l'information, mais la source est maintenant différente. Peut-être qu'avant, c'était une source qui était terrestre et maintenant, c'est une source qui est céleste. Juste une petite aparté pour les Français et les Françaises qui nous écoutent. La lectrice de nouvelles au Québec, c'est l'équivalent de la présentatrice du journal télé, hein, c'est bien ça ? Oui, merci de faire la parenthèse. Moi, j'étais celle du matin. Alors, celle qui était là pour vous accompagner avec votre café à 6 heures du matin, c'était moi. Alors, depuis ton activité très prenante de femme médiatique, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que ton parcours et ton engagement aient tant évolué ? L'élément déclencheur, ça a été un diagnostic de dépression et je me suis retrouvée à la maison avec de la médication, à prendre soin de moi et à me réinventer et à me recréer. Je n'ai jamais perçu le diagnostic de dépression comme étant un tabou. J'étais vraiment soulagée, moi, d'avoir un diagnostic et d'avoir le privilège d'être à la maison et de revisiter ma façon de faire, ma façon d'être et de me découvrir au-delà des étiquettes, au-delà de la validation, au-delà du regard des gens.
pendant cette période-là, j'ai appris à me regarder moi-même et à m'aimer moi-même pour qu'est-ce que je suis plutôt qu'à travers le regard des gens. Alors pour moi, ça a été très salvateur. Ça a été vraiment tout un cadeau de vivre ceci. Et je me suis fait une promesse à ce moment-là, alors que j'étais encore à la maison à soigner ce qu'on appelle une dépression, en me disant que plus jamais je vais autoriser quiconque à me traiter de la sorte ou à me parler de la sorte ou à exiger des choses de moi qui ne correspondent plus à ma vibration. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans la vie, on évolue. Alors, ce travail-là était un travail parfait parce que je l'adorais et c'était vraiment ce que j'avais attiré à moi vibratoirement. Puis à un moment donné, tu as une élévation de la conscience, puis c'est comme ça pour les finances, comme ça pour les relations, les amitiés, la vie de couple, la santé et tout le reste. Puis à un moment donné, mais ça devient incohérent parce qu'on élève notre conscience, puis on se rend compte que, oups, ça fonctionne plus. Alors, ce cadeau-là, qu'on appelle la dépression, m'a servi vraiment de tremplin pour créer peut-être une carrière ou une profession ou une passion qui était vraiment en concordance avec la vibration que j'avais à ce moment-là et qui ne cesse d'évoluer depuis. Est-ce que cette évolution dont tu parles, est-ce qu'elle t'a surprise ou bien tu étais déjà familière avec, la conscience, le concept de l'énergie et cetera? Beh, j'ai été très chanceuse. J'ai vraiment bien choisi mes parents qui, étaient très intéressés au développement personnel. Ils faisaient des week-ends de croissance personnelle. Ma mère était guide de rebirth, de renaissance ou de, tu sais, d'activation ou de relâchement par la respiration. Donc, à la maison, ça sentait souvent l'encens. Les gens prenaient du thé de Cali, ça hurlait, il y avait de la musique, d'ange, il y avait toutes sortes d'affaires. Donc, j'ai été exposée rapidement à ceci. Ma mère était maître Reiki. Elle adorait Eric Pearl, la reconnexion. C'est peut-être des noms que vous connaissez pas. C'est vraiment pas grave. Mais bref, j'ai été baignée là-dedans. Puis des fois, elle arrêtait parce qu'elle était trop jugée, trop exposée. Elle était hyper avant-gardiste. Puis après, elle revenait. Puis après, ça arrêtait. J'ai fait la même chose un peu avec le développement personnel. Hein. J'en ai fait quand j'étais jeune. J'ai arrêté. Je suis devenue beaucoup plus workaholic ou très rationnelle. J'ai délaissé un peu tout ce qui était énergétique. Puis après, ça revient, ça va, ça revient, ça va. Puis j'ai découvert la modalité Access Consciousness qui m'a beaucoup reconnecté avec les questions, l'énergie. Et le livre de Stéphane Alix m'a permis d'aller encore plus loin dans ces capacités énergétiques que nous avons tous, même avec des parallèles en lien avec la santé mentale. C'est lequel des livres de Stéphane Alix? Le test, Ah oui, alors juste pour les personnes qui ne connaissent pas Stéphane Alix, c'est un journaliste, un ancien reporter de guerre et c'est un écrivain à succès, hein. Il écrit sur des sujets, qu'il passionne et qui sont passionnants, comme la vie après la mort, la conscience, les expériences de mort imminente et cetera. Et dans son livre Le Test, il raconte que lorsque son père est décédé, il a placé des objets, dans son cercueil sans en parler à qui que ce soit et ensuite il est allé interroger des médiums pour voir s'il pourrait identifier les objets en question. oui. Et c'est à la fois cette enquête, mais aussi tout un parcours personnel qui est très intéressant. Dans ce livre-là, il aborde, par exemple, les états dépressifs peut-être de certaines personnes qui sont médiums. Et si jamais je ne raconte pas tout à fait le contenu correctement de ce livre-là qui est délicieux, vous m'en excuserez. Je vais juste vous donner ce que moi, je me rappelle, ce que moi, j'ai capté avec mon énergie. Stéphane en profite pour parler de la médiumnité, de la clairvoyance, de quelle façon ça arrive dans sa vie, de quelle façon ça progresse, les hauts et les bas, les difficultés, ce qu'on est capable de faire, ce qu'on n'est pas capable de faire. J'ai trouvé que c'était très, très, très aidant pour chacun d'entre nous dans notre expérience terrestre. Il parlait aussi du trouble de personnalité limite, donc de ses capacités à capter les énergies, de capacité à traverser les dimensions outre-terrestres, d'aller dans les autres dimensions, si ça existe, si ça se trouve. C'est correct de ne pas être d'accord avec mon discours. Et là, de me rendre compte que finalement, la dépression, c'est pour ça qu'au début, quand je t'en parle, là, je te parle avec des mots comme dans cette réalité-ci, on appelle ça la dépression. Mais avec du recul de ce que je sais, c'est que j'avais une incroyable capacité à percevoir les énergies des gens, à aller au-delà des mots, à percevoir ce qui se passe dans les univers. La télépathie, c'est un don qu'on a tous. Donc, on a la capacité à entendre ce que les autres pensent énergétiquement. On peut peut-être pas mettre des mots, mais on a des perceptions puis des sensations dans notre corps. Certes, vous êtes déjà entré dans une pièce où c'était très froid, où il y avait une querelle. Vous êtes rentré, personne ne parle, vous faites comme ouh, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est une capacité énergétique. Donc, le livre de Stéphane Alix m'a permis de faire peut-être un peu plus de lien entre différents points qui se sont produits dans mon univers pour me rendre compte que finalement, ce que je croyais qui était un tort était une grande puissance.
ce que je croyais qui était une maladie était en fait des capacités, mais inconnues à ce moment-là. Est-ce que ça fait du sens pour toi, Gaëlle? Ah mais complètement. Ça nous propose en fait une relecture de notre potentiel d'être humain au-delà de nos croyances limitantes pour envisager une dimension de qui on est, de ce qu'on croit être, bien plus large et bien plus vaste. On est tellement plus que la petite expérience terrestre. Puis quand je dis petite, c'est avec plein de bienveillance, mais c'est juste que vous compreniez que c'est dans cette densité-là, on a l'impression qu'on a des problèmes, que c'est difficile, que c'est ardu, qu'on a du travail sur soi à faire, que c'est pas drôle, qu'on est coincé avec la colère, la culpabilité, le doute. Mais c'est pas vraiment vrai non plus. On a accès à tellement plus. On a accès à tellement de lumière, on a accès à tellement de connexions, on a accès à tellement d'abondance, à tellement de capacités. Puis notre droit de naissance dans cette incarnation terrestre, c'est vraiment la légèreté, la joie, l'abondance, le bonheur, l'amour, la gratitude. Alors, tu parles de tout ça dans ton livre sorti l'année dernière, hein, qui s'appelle La poussière peut attendre. Et au fil des pages, tu nous proposes de manière énergique de revisiter notre façon d'envisager la vie, la mort et de changer notre regard en fait sur notre expérience de vie en tant qu'être humain. Qu'est-ce qui t'a décidé à l'écrire? Ça fait très, très longtemps que je voulais écrire un livre. J'avais envie vraiment de mettre ma façon de penser par écrit, sauf que le processus, ça a été vraiment plus long que je croyais. Je dirais que ça a pris à peu près au total 6 ans avant de le matérialiser. Ce que je comprends avec du recul, c'est que c'était jamais le moment parce que peut-être que mon niveau de fréquence de vibration était pas optimal encore à ce moment-là. Puis à me dire qu'un jour, j'étais pour le faire jusqu'à ce que je conçoive que c'était le temps d'arrêter de le dire, un jour je vais le faire, et que mon essence était prête à être mise sur papier. Et j'ai appelé ça La poussière peut attendre. C'est vraiment un clin d'œil à ma mère. Ma mère qui a toujours mis la poussière en avant-plan, qui s'est toujours fait un devoir et s'est dit avec beaucoup de bienveillance et absolument aucun jugement, un devoir d'être une bonne mère de famille, une bonne épouse. Donc, elle avait beau avoir des douleurs ou des envies d'émancipation personnelle encore plus grands que qu'est-ce qu'elle laissait paraître, elle a toujours mis la maison, la poussière en priorité. Alors ça, c'était un clin d'œil pour elle en disant, tu sais, la poussière peut attendre. Puis ma mère maintenant a fait sa transition, donc elle est dans une autre dimension. Elle a quitté son corps physique. Puis maintenant, ben, elle est incinérée, donc elle est redevenue poussière. Puis pour moi aussi, c'est un clin d'œil très symbolique de la poussière peut attendre. C'est que la mort peut attendre, mais combien d'entre nous vivons comme si on était mort, en fait, et avec aucune vie intérieurement? Donc, la poussière peut attendre. C'est notre propre mort n'est pas encore arrivée sur le plan terrestre. Et je pourrais dire notre devoir, mais ce serait peut-être un peu trop contraignant, mais notre mission de vie est de vivre et d'explorer la légèreté, la grandeur puis la phénoménance de cette expérience terrestre. Waouh, dit comme ça ouvre le champ des possibles. Alors, tu nous as parlé de ta mère qui est décédée, qui a fait sa transition, pour le dire avec tes mots. Est-ce que tu peux nous parler des conditions dans lesquelles ça s'est passé? Parce que c'est assez particulier pour elle comme pour toi d'ailleurs. L'histoire de ma mère est quelque chose de très particulier parce que sur son calendrier personnel, à la date du 26 octobre, c'est la date de son départ de l'expérience terrestre, c'est écrit départ. Et elle devait partir pour la Floride avec mon père et elle disait que c'était son dernier grand voyage. Ma mère s'est cassé le cou en amenant la dernière boîte dans la roulotte en vue du départ pour la Floride. Mon père était avec une santé plus faible, donc c'est elle qui avait pris sur elle de tout pacter, puis tout amener les choses dans la roulotte. Et elle a trébuché, on ne sait pas de quelle façon, puis elle s'est sectionné la moelle épinière. On n'a exigé aucune réanimation quelconque, puis on l'a laissé transitionner. Donc, la date du 26 octobre est effectivement le dernier grand départ, sauf que ça a été le départ pour l'au-delà. Mais quelques semaines avant, on avait vraiment perçu dans l'énergie. Puis je devrais vous dire que nous savons tous et nous aurions tous la capacité de recevoir cette information de quand est la fin d'une relation ou encore d'une expérience terrestre. Et ce n'est pas dans le drame ou dans la peur. Quand j'ai commencé à recevoir ces informations-là, et c'était tout nouveau pour moi aussi d'avoir accès à ça, j'ai juste capté de plus en plus, et ma mère et moi avons discuté énormément de la mort avant son départ.
en disant, qu'est-ce qui arrive. On avait convenu que c'est elle qui devrait partir avant dans ce qu'on connaît, dans cette linéarité du temps qu'on connaît dans l'expérience terrestre, mais ça aurait pu être tout autrement, que c'est elle qui partait et que si elle partait, son rôle d'après-vie était d'augmenter mes capacités de connexion avec plus grand. On avait parlé aussi de la fin, du fait de ne pas pleurer, d'avoir du plaisir. Et donc, on avait abordé tout ceci bien avant. Et la veille de son départ ou la veille de son accident, elle m'avait dit: «Je sens quelque chose, je sens quelque chose, je suis comme inquiète, on dirait qu'il va se passer quelque chose». Et j'ai dit: «Je perçois la même chose, maman». Elle dit: «Demain, je vais en parler à ton père». Puis j'ai juste dit: «Non, demain, il va être trop tard, il faut que tu le fasses, il faut pas que tu attendes». Puis finalement, elle a, choisi de pas en parler, puis oui, peut-être que c'est bien correct aussi, ça nous permettait juste tu sais, quand tu reçois une information sur un départ imminent, par exemple de transition humaine, ça a rien à voir avec pour l'empêcher. Ça a tout à voir avec juste une information pour déjà peut-être t'acclimater avec cette nouvelle énergie. Et quand ma mère me parlait aussi la veille de son accident ou la journée même de son accident, parce que je l'ai vue 3 heures avant, puis elle me disait: «Karine, viens chercher tes choses à la maison, viens chercher tes choses à la maison». Fait qu'on a fait un détour, puis je disais à mon chum, à mon mari: «Il faut vraiment aller à la maison». Ma mère insiste d'une façon telle que j'ai l'impression que c'est plus qu'important pour elle que j'aille à la maison. Et je regardais la maison, puis je me disais: «Waouh, elle a préparé la maison comme si elle ne revenait jamais». Mes vêtements étaient bien placés. Elle avait fait le ménage du frigo. Oui, elle partait pour la Floride, mais il y avait quelque chose qui s'était installé dans la maison. Et quand j'ai vu ma mère, elle était exténuée, puis elle me disait: «My God, Karine, je suis morte de fatigue». Et vraiment, le visage tiré et ciré comme jamais je n'avais vu. Et avec du recul et ce que je sais maintenant, je crois que l'énergie avait déjà commencé à s'extirper de son corps à ce moment-là. Donc, on pourrait dire que la mort rôdait, mais c'est pas négatif. J'ai déjà entendu, je me souviens, une femme qui est médium qui m'avait dit que son gendre était décédé et quelques heures avant son accident de voiture, lui avait percuté un arbre violemment. Il était d'une beauté comme il n'avait jamais vu. Je me souviens pas de son prénom, appelons-le Romain. Il disait: «Mais Romain, t'es tellement beau, mais Romain, t'es tellement beau». Alors lui, c'était par la beauté de son âme qui était ultra rayonnante avant son décès qu'ils ont capté qu'il était pour se produire quelque chose. Je sais pas si ça résonne en vous, là, mais c'est vraiment comme ça. Moi, ma mère, j'ai juste perçu que l'énergie avait commencé à sortir de son corps. Pourquoi est-ce que tu choisis de parler de transition plutôt que de décès ou de mort? Moi, je parle de transition parce que c'est juste la fin de l'expérience terrestre. Fait que quand je dis mort, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune possibilité autre. C'est pas que j'en ai contre le mot mort. C'est vraiment juste pour la création énergétique de ce que ça fait dans mon univers. Mais quand même, lorsque quelqu'un meurt, prenons le mot mort dans ce cas-ci, tout le monde dit: «Oh, mes condoléances». Puis là, on y va avec tous nos points de vue. C'est la première année qui est difficile, puis perdre sa maman, c'est le premier chagrin qu'on vit sans elle, puis oh, la première fête, ça va être terrible. Puis mon anniversaire, c'est 2 semaines après sa transition. Donc, moi, j'étais au mois de novembre, mon anniversaire. Puis après, il va y avoir le premier Noël, puis là, la fête des mères. Puis là, tout le monde t'envoie tous ses points de vue, toutes ses peurs, tous ses jugements. Dans mon univers, c'était tellement contractant parce que c'est comme si ça me disait, mais ça n'a pas à être ça. C'était ça qui était clair. J'ai pas besoin ça me dérange pas que tu m'envoies toutes tes énergies ou tes bonnes pensées, toute ta bienveillance, beaucoup d'amour, du soutien. Ça me va. Mais tous les points de vue qui venaient avec la mort créaient tellement de contractions. Je me disais: «Hein, hein, ça veut dire ça m'aide pas. C'est pas aidant, ça contribue pas». Donc, de quelle façon moi j'ai envie de vivre ceci? Puis j'ai tout de suite, tu sais, 2 semaines après, j'étais sur scène devant 500 personnes. J'ai donné une conférence le lendemain où quelqu'un me disait: «Non, il faut pas parler de la mort de ta mère, tu vas t'effondrer sur scène». Je suis comme: «Mais comment peux-tu me connaître? Que sais-tu à propos de moi, de ma force, de mes capacités?» Et si moi je sais que c'est juste une transition et que je n'ai plus besoin d'avoir de l'attachement au corps physique et que je peux déjà connecter avec ma mère au-delà de cette enveloppe, la vie s'arrête jamais. L'expérience terrestre se termine. La vie ne s'arrête jamais. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que je réponds à ta question? Oui, et je sens tellement ta conviction que l'on n'est que de passage, qu'il y a autre chose qui se passe après, et que toute cette approche est nourrie de ton expérience, de tes lectures, des messages que tu reçois.
Et ça rejoint à bien des égards, en fait, certaines traditions spirituelles, mais aussi des études récentes sur l'après-mort ou l'après-vie, on le dit comme on veut. Oui, puis en même temps, tu sais quoi, Gaëlle? Ça me dérange même pas si j'ai pas raison. Ça me va si jamais à la fin de ma vie, je sais pas, je suis en transition puis finalement il se passe rien après, puis je vais juste me dire: «Ah ben coudonc, je me suis trompée». Mais c'est tellement fort à l'intérieur de moi, puis c'est tellement léger, puis c'est tellement joyeux de voir l'expérience terrestre comme ça, comme étant une grande opportunité d'élévation, élévation de conscience, de jeu. On a choisi de s'en venir ici justement pour contribuer à notre élévation de conscience, puis peut-être à une élévation de la conscience planétaire. Si j'ai tort, ben coudonc, j'aurais eu du fun dans cette expérience terrestre-là. Puis j'ai comme, ah ben coudonc, zut, je me suis trompée. Ouais, c'est joyeux, je comprends complètement ton énergie. Mais en fait, tu vois, Karine, je m'interroge parce que, par exemple, moi, j'accompagne des parents qui ont perdu un bébé et qui sont lourdement impactés par la souffrance et le chagrin. Il y a d'autres deuils aussi, hein, qui peuvent être lourds et compliqués. Et pour moi, c'est pas envisageable d'avoir une approche aussi légère de l'expérience de cette perte. Qu'est-ce que tu peux leur proposer pour traverser autrement cette épreuve? Dans mon cœur de mère, moi-même étant maman, je peux très bien comprendre. Et jamais je voudrais imposer ma façon de penser ou ma façon de voir à quelqu'un qui n'est pas prêt. Heu, la perte d'un enfant doit être certainement quelque chose de beaucoup plus douloureux que qu'est-ce que j'ai pu vivre. J'aurais envie de te dire qu'on est souvent dans le jugement de la linéarité et de qu'est-ce qui doit se produire dans l'ordre. On est convaincu, et c'est ce qu'on a appris, et c'est ce qu'on nous a répété encore et encore, que c'était l'ordre des choses. Qui sommes-nous pour juger la mission d'âme de quelqu'un qui vient dans notre univers? Alors, un enfant qui part avant, et j'en ai parlé avec Caroline Mélias, puis avec Jannick à travers cette masterclass des transitions, et elle nous amène, ouf, un point de vue tellement délicieux sur comment on peut voir ça autrement. Oui, on peut vivre le deuil aussi à travers ceci, sans problème, la peine, la tristesse, le découragement. Mais après, si on prend ça d'un point de vue d'âme, on peut peut-être se dire que ces enfants-là ont choisi une courte mission, 3 mois de gestation, de 3 ans, de 4 ans, et peut-être sont-ils venus juste par faire leur propre élévation de conscience. Peut-être sont-ils venus aussi contribuer à notre élévation de conscience, à avoir plus d'énergie, plus de fréquence, plus de vibrations. Peut-être qu'on avait choisi dans cette mission d'âme-là, comme parents, de vivre le non-attachement et de découvrir qu'est-ce que c'est le non-attachement et de découvrir qu'est-ce que c'est aussi peut-être la joie, le bonheur au-delà du deuil, de se donner l'autorisation d'être heureux même à la suite d'une transition. Donc, il y a différentes façons. On peut le voir dans sa finalité, que c'est la pire chose qui nous arrive, mais on peut le voir aussi d'une autre façon. Tu sais, dans le livre, j'en parle de Pierre Lavoie, qui pour moi a été une grande, grande inspiration dans la façon dont il a vécu le décès de ses 2 enfants, qui avaient une maladie très rare, très typique aux gens qui habitent une certaine région du Québec. Et la première fois que ça lui est arrivé, ça lui a permis de s'éduquer, c'est ce qu'il raconte dans ses mots. Et la deuxième fois, lorsque son deuxième enfant est décédé, ça lui a permis de passer à l'action. Alors, il a mis sur pied un tour à vélo incroyable qui a réuni au début une poignée de personnes et ensuite des milliers de personnes, qui a été en mesure d'amasser des millions de dollars pour la recherche. Et grâce à ceci, on a trouvé le gène, isolé le gène déficient dans cette maladie-là. Alors ça, pour moi, c'est un exemple extraordinaire d'une personne qui a transcendé le trauma et le drame du décès de ses enfants. Ça n'a rien à voir avec la tristesse. On n'est pas en train d'enlever la tristesse. On n'est pas en train de la renier non plus. Mais on est en train d'en faire quelque chose de beaucoup plus grand qui sauve des vies. Je pense aussi aux enfants qui sont décédés de la leucémie, par exemple dans les années 80, où le taux de survie était très, très mince. Ces enfants-là se sont peut-être incarnés en choisissant de contribuer à la science pour permettre de sauver des milliers d'enfants après. Donc maintenant, une leucémie peut être guérie. Heu, peut-être que je me trompe complètement, mais pour moi, ça fait beaucoup plus d'espace dans mon univers de savoir que
il pourrait y avoir un plan divin ou que tout soit divinement orchestré pour l'élévation de notre conscience et rien n'arrive contre nous, mais tout arrive pour nous. Et déjà là, quand je dis ceci, ça crée tellement plus d'espace sur toutes les possibilités qu'on peut créer. C'est un sacré changement de regard et d'expérimentation, hein. Et d'ailleurs, souvent, quand on traverse un deuil ou une difficulté dans la vie, on réalise après coup comment ça nous a fait évoluer. Et en fait, toi, tu suggères de déceler l'indice qui est derrière la souffrance pendant l'expérience même. Oui, c'est ça pour la transition en lien avec la mort, mais ça pourrait être la maladie, ça pourrait être une faillite personnelle, ça peut être une mutation, ça peut être un divorce, ça peut être une démotion, un congédiement. Tout ça, notre vie est transition. Et plus on va jouer avec les transitions, avec plus d'aisance, plus d'espace, puis on va se dire, OK, pour moi, l'expérience terrestre est vraiment un jeu d'évolution. Donc, OK, voici ce qui m'arrive. Donc, ceci arrive pour moi afin de me permettre d'élever. Puis, tu sais, c'est la phrase que je répète le plus, mais élever ma conscience, voir les autres possibilités, me sortir peut-être de la matrice ou d'un carcan ou de relever mes œillères et les œillères qu'on nous a mis dans cette expérience terrestre en nous disant voici comment tu dois penser, voici comment tu dois vivre ceci, voici le drame. Il y a eu, j'en fais mention aussi dans mon livre, je parle rapidement de Freud et de Adler. C'est un livre que j'ai lu qui s'appelle Le courage de ne pas être aimé, qui reprend la philosophie d'Adler. Freud, lui, parle du drame qui façonne notre vie. Donc, quand il y a un drame, c'est ce qui cause notre tristesse, notre peur et tous les mots qui pourraient s'en suivre si on a été, par exemple, ce qu'on pourrait appeler mal éduqué ou mal élevé ou mal aimé par nos parents. Puis Adler parle que le drame, le trauma n'existe pas. C'est vraiment tout ce qu'on fait de ce qui nous arrive qui nous permet d'ouvrir encore plus grand. Oh! Pour moi, la philosophie d'Adler résonne tellement. Donc, je suis jamais tributaire de quoi que ce soit. Je suis jamais victime de quoi que ce soit. Je suis juste dans la possibilité de choisir pour moi plus de choix, plus de grandeur et ne rien rendre euh, significatif. Et pour créer cet espace dont tu parles, pour élargir le champ de vision, de conscience, de réflexion, tu travailles beaucoup sur les questions et sur le décortiquage des questions pour les pousser encore plus loin. Comment est-ce que tu t'y prends? Tu sais, la façon dont on regarde, par exemple, le développement personnel, encore dans certains cas, c'est 8 stratégies pour être heureuse, 4 façons pour avoir perdre du poids, je sais pas. C'est vraiment encore des méthodes toutes faites en pensant que ça va être bon pour tous. La question me permet plutôt de me dire, par exemple, qu'est-ce que ça prendrait pour que je sois plus heureuse aujourd'hui? Fait que je suis pas en train d'aller voir les 8 stratégies puis essayer de les mettre en place, puis être en résistance ou être inconfortable avec ce qu'on va nous suggérer d'appliquer. Mais avec les questions, c'est: «Ah OK, qu'est-ce que ça prendrait pour que je sois plus heureuse?» Donc tu vois, je crée déjà une ouverture, une possibilité de choisir moi-même. Donc par rapport au deuil, par exemple, c'est comme: «OK, de quelle façon ai-je envie de vivre le deuil maintenant? De quelle façon ai-je envie de vivre la transition de ma mère? Est-ce qu'aujourd'hui c'est requis de pleurer? Oui, parfait. Puis, mais peut-être que demain, ce sera une bonne raison d'aller planter des fleurs puis de trouver les fleurs magnifiques. Puis peut-être que le surlendemain, ce sera d'aller nager à la piscine ou aller à la plage pour profiter du soleil et de l'énergie ambiante. Peut-être qu'une autre fois, ça sera de méditer, puis peut-être qu'une autre fois, ça sera aussi de pleurer à nouveau. Donc, qu'est-ce qui est possible pour moi? Je me suis posé beaucoup la question, si on revient sur les transitions, par exemple, sur qu'est-ce que je sais à propos de la mort? Suis-je déjà morte pour moi? Donc, je lâche même prise sur le résultat et les réponses. Je ne fais que poser des questions très ouvertes. Je pense que c'est un message très important à rappeler parce qu'on a tous tendance à nous oublier dans notre quotidien, dans nos problèmes, et que la question du choix est centrale. Qu'est-ce que je fais de cette expérience? Qu'est-ce que je fais de ce qui m'arrive? Peut-être que ça résonne encore plus en moi parce que je suis capable de reconnaître que je me suis laissée mourir, que j'ai choisi les étiquettes, que j'ai choisi les émotions, que j'ai choisi le drame, que j'ai choisi, oh mon Dieu, de vomir tous mes problèmes à tout le monde en pensant que ça me rendait encore plus en vie. Pour finalement me rendre compte que je me détruisais à petit feu, que je m'éloignais de ma source, que je m'éloignais de ma lumière. Et c'est ce qui fait peut-être aussi que c'est si délicieux à être en vie maintenant, de juste reconnaître toutes les fois où je me suis laissée mourir
pour maintenant juste me dire: «Wow, est-ce que c'est ça que je veux choisir encore?» Non, OK, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, est-ce que ça veut dire que j'ai une vie parfaite, exempte de toute souffrance? Pas du tout. Est-ce que je reste longtemps dans ma souffrance maintenant? Non. Parce que je suis tellement inconfortable dans la souffrance, que ce soit physique ou mentale, que je reviens rapidement à la question et je deviens très curieuse par rapport à ces sensations-là que j'ai dans mon cœur. Dans mon cœur, ouais, dans mon cœur, dans mon corps. Ah, tiens, 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 j'ai une énergie que je me rappelle qui me rend très inconfortable. Qu'est-ce que je peux faire avec elle? Qu'est-ce qu'elle vient me dire? Est-ce qu'elle vient être libérée? Est-ce qu'elle va me permettre d'être encore plus libre? Elle ne vient pas contre moi. Elle vient pour moi, pour me montrer et me pointer avec plein de bienveillance les endroits où je ne suis pas libre. Alors, sachant ceci, je comprends que chaque inconfort, peu importe la façon dont ça se présente, la mort, la maladie, la contraction, une chicane avec un conjoint, avec des enfants, ça m'indique simplement là où je suis pas libre et là où je peux choisir quelque chose de différent pour retrouver cet alignement. Et ce changement de posture, de regard pour être aligné, tu le vis toi actuellement, vis-à-vis de ton père et de sa maladie, puisqu'il est atteint de la maladie d'Alzheimer? À la suite du décès de ma mère, on savait que mon père allait moyennement bien sans avoir de diagnostic officiel et finalement, il est tombé, c'est l'Alzheimer. Puis c'est intéressant parce que ma sœur, qui a une profession plus scientifique, qui était dans une branche de la faculté de médecine, est allée voir tout de suite de façon beaucoup plus rationnelle, les différents stades de la maladie, comment c'était pour évoluer, tout ce qu'on doit faire légalement et tout le reste pour s'assurer de sa sécurité, de son confort. Tandis que je me suis tournée vraiment vers l'énergie et il y a pas de bon, il y a pas de mauvais encore dans les 2. C'est chacun sa façon de voir ça. Elle, le fait de savoir ce qui potentiellement, scientifiquement, médicalement pouvait arriver, ça la sécurisait. Tandis que moi, j'avais envie d'avoir cette ouverture qui était complètement différente, tout aussi bonne, sur qu'est-ce qui se passe avec la conscience lorsqu'on choisit l'Alzheimer. Alors, l'Alzheimer est une capacité à sortir de son corps, la conscience avant la fin du corps. Ma mère a fait mourir son corps et la conscience a été libérée. Mon père, lui, a commencé à jouer avec sa conscience, puis à sortir, à aller dans d'autres dimensions, revenir, sortir dans d'autres dimensions, revenir. Alors, ça veut dire qu'il y a des moments de lucidité qui sont absolument phénoménales. Alors là, il est présent sur ce plan terrestre-là. Et il y a d'autres fois où il est dans un autre univers complètement. Alors, ce n'est que sa conscience qui est sortie pour aller ailleurs. La façon pour moi de voir ça comme ça et de voir qu'il est toujours en expérimentation, qui vient vivre une vie au-delà des barrières de l'expérience terrestre, qui vient explorer autre chose avant de compléter sa vie sur Terre, ça rend le voyage beaucoup plus léger. Et encore là, je n'achète pas toutes les étiquettes liées avec l'Alzheimer, comme c'est épouvantable, il se souviendra plus de toi, quelle horreur, c'est une maladie cruelle et tout. Je suis comme, qui suis-je pour juger son expérience? Et si pour lui, ça faisait partie de son apprentissage? Et si pour moi, ça faisait partie aussi de mon apprentissage? Lâcher prise. Arrêter de mettre des étiquettes. Oh, mon père, c'est plus mon père, il n'était pas comme ça. On n'est jamais qui on était, v'là 20 ans, v'là 10 ans, v'là 5 ans. Relâchons les étiquettes. Tu sais, souvent, quand moi, je le reconnais plus, c'est plus mon père. C'est faux! C'est encore ton père, mais dans sa forme, au présent, il est comme ceci. Et cessons d'avoir des étiquettes qui nous rattachent au passé et créons cette relation avec ce qui est présent ici, maintenant. Donc, je ne peux pas avoir de déception par rapport à qui il est maintenant si je ne compare absolument aucune expérience avec le passé, mais je regarde qu'est-ce qu'il est maintenant et comment il est maintenant. Et s'il m'appelle Jocelyne ou Kathleen ou Gaëlle ou Francine ou peu importe, ben pourquoi je rirais pas avec ça? Peut-être qu'il me reconnaît d'une autre vie. Peut-être qu'on est dans l'autre espace-temps. Peut-être qu'il est même pas à côté de la traque. Donc, je préfère vraiment jouer avec ceci comme partenaire de jeu au lieu d'être victime, moi aussi, de l'Alzheimer. Tu parles, hein, dans ton livre des regrets de ton père et aussi des principaux regrets qu'ont les personnes en fin de vie ou qui sont au bord de leur transition, comme tu le dirais toi. C'est une piqûre de rappel que je trouve ô combien utile pour vivre une vie la plus accomplie et la plus nourrissante possible.
je nous trouve très chanceux d'avoir accès à des gens qui se sont questionnés, qui ont questionné les gens en fin de vie pour obtenir aussi cette essence-là de la vie qu'on se rend compte peut-être des fois un peu trop à la fin et qui nous permettent, nous, de l'instiller ou de l'instaurer dans notre vie beaucoup plus rapidement. Mon père a énormément voyagé avec ma mère. Ils ont bien, bien, bien fait leur plan de vie ensemble en choisissant une retraite à 55 ans et en voyageant partout sur la planète pendant une vingtaine d'années environ jusqu'à ce que la maladie et ensuite la mort frappe. Mais mon père me disait, tu sais, je sais que j'ai beaucoup voyagé, mais avoir su, j'aurais mis encore moins d'argent de côté pour pouvoir voyager encore plus. Si ma mère rêvait de l'Europe et tout ça, puis il y avait toujours l'argent. Puis, tu sais, je comprends que cette génération-là, qui a 80 ou dans ce coin-là, se faisait un devoir de laisser un héritage. Mais je me souviens d'avoir tellement dit souvent à nos parents, ma sœur et moi, on disait, mais on n'en veut pas d'argent. On préfère voir la vie à travers vos yeux plutôt qu'avoir le pactole peut-être à la fin, ou tu sais, je sais même pas ce que ça représentera, mais c'est pas grave. Puis mon père aussi disait, ah, j'aurais dû peut-être en mettre moins de côté, puis en profiter encore plus. Puis j'ai pris en note les 5 regrets des mourants, juste si jamais ça peut faire contribuer. Si c'était à refaire, ça ressemble à ça, et encore là, c'est dans mes mots, dans mon énergie, j'aurais moins vécu ma vie en fonction des autres et je l'aurais vécu davantage en fonction de moi. J'aurais peut-être moins travaillé et j'aurais passé beaucoup plus de temps avec les gens proches que j'aime. J'aurais eu le courage d'exprimer tout ce que je ressens aux gens qui m'entouraient. Parmi les regrets, il y avait de ne pas avoir gardé le contact avec des amis et de ne pas avoir assez vécu le moment présent. Donc, sachant qu'il y a des gens qui ont été interrogés en fin de vie et qui disent tous la même chose ou presque à quelques virgules de différence, est-ce que ça ne donne pas de la puissance? C'est un cadeau merveilleux. Peut-être que ces gens-là étaient en transition en fin de vie justement pour nous livrer ce cadeau-là, afin de nous dire, hey, oubliez pas parce qu'à la fin, on pense tous la même chose. Et on vous donne ce cadeau-là à déballer maintenant pour prendre encore plus d'expansion dans votre vie terrestre. Alors, Karine, comme le temps file, j'aimerais parler avec toi maintenant de ce nouveau champ d'expérimentation autour des transitions. Qu'est-ce que tu es en train de mettre en place? Dès que ma mère a fait sa transition, la première chose que j'ai fait, c'était de me tourner vers Eckhart Tolle, vers Deepak Chopra, vers des gens que j'admire, qui ont une vision très, très différente que de la finalité du corps, que de la mort et de la souffrance et le deuil tel qu'on le connaît dans cette réalité-ci. J'ai acheté aussi des classes sur une classe d'accès sur la mort, juste pour recevoir des questions pour comment je pourrais voir le deuil autrement. Et à la suite de ceci, j'ai choisi de créer une classe, un événement ou un programme évolutif, je ne sais même plus comment l'appeler, où on aborde des transitions de façon très légère, où je parle à des gens qui ont vécu des expériences de mort imminentes, qui nous racontent leur passage, le tunnel, la lumière, l'absence de jugement, l'absence, pardon, d'attachement, pour nous permettre, nous, de défaire toutes ces peurs liées à la mort et tous ces jugements, oui, toutes ces craintes, que ce soit pour nous ou nos proches. Et je trouve que ça crée tellement d'espace. Puis il y a des gens qui me disaient, ah, mais Karine, pourquoi pas parler plus de ce qui se passe pendant qu'on est en vie? Pourquoi parler de la fin alors qu'on est encore en vie? Je me disais, mais si je connais très bien la fin de l'expérience terrestre, est-ce que ça peut pas être plus léger de vivre ma vie maintenant? Donc, on parle de transition, on donne des exercices pour faire d'écriture automatique, recevoir des messages qui ont transitionné, capter l'énergie des gens qui ont transitionné, les contribuer à ce qu'ils aient vers la lumière si jamais, pour une raison X, une croyance, une fausse croyance, ils sont pris dans les ténèbres de l'autre côté. Alors, c'est vraiment ce que j'amène de façon dédramatiser le plus possible la fin de l'expérience terrestre pour nous permettre de vivre encore plus pleinement ce qui se passe dans le moment présent. Oui, c'est vrai que dédramatiser, être en conscience dans le moment présent, c'est vraiment des clés essentielles à rappeler encore et encore, parce que c'est être en contact avec ce qui nous habite profondément et c'est ce qui nous permet ensuite d'agir selon nos vrais besoins. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi à la gratitude dont tu parles beaucoup. Beh, la gratitude, c'est quelque chose qui est disponible et c'est un rappel magnifique que vous êtes en vie.
Donc, la gratitude, pouvez en avoir pour tout ce qui est magnifique dans votre vie. Les fleurs, le soleil, votre enfant, une peinture, un livre, une phrase que vous lisez, ce podcast que vous écoutez. Donc, avoir de la gratitude, en fait, choisir de ne pas voir la gratitude est un choix, mais choisir de voir la gratitude est aussi un choix. Et à un certain moment, à la force de vous entraîner à avoir de la gratitude, est-ce que vous avez besoin d'un entraînement? Oui, non, peut-être. Peut-être que oui. Je vous dirais même que dans ma vie de couple, alors qu'à un moment donné, on a traversé une époque extrêmement ardue, mon mari et moi, alors qu'on ne voyait que les défauts de l'autre au lieu de voir la beauté de l'autre, on s'est volontairement obligé à n'avoir que de la gratitude un pour l'autre et à ne plus mettre en lumière ce qui n'allait pas, mais de mettre en lumière ce qui allait. Alors, je me rappelle très bien de dire avec un goût amer, légèrement acéré, merci d'avoir vidé le lave-vaisselle. Là. T'es beau dans cette chemise-là. Tu comprends? C'est pas dit avec autant de joie que ce l'est maintenant, mais on avait fait le pari de mettre de l'emphase sur la gratitude et ça a transformé notre vie de couple. Oh, je pense que la transformation a été phénoménale au bout de 48 heures. Pourquoi? Parce qu'on avait changé notre regard de place. Donc, la gratitude est-elle absente? Non, jamais. Mais est-ce que des fois, nous oublions complètement de poser nos yeux, de l'inspirer, d'admirer sa beauté? Peut-être. Alors, si on s'entraînait à avoir encore plus de gratitude, ouf! Et la vie se transforme et ça ne devient qu'exponentiel. Toute la fin de semaine, je me suis pincée en me disant My God, mais c'est tellement beau, c'est tellement bon, c'est tellement joyeux, c'est tellement agréable. La musique est tellement belle, le vin est tellement bon. Oh, la fondue au fromage est tellement délicieuse. Le contact avec les gens est merveilleux. Tu comprends? C'est ça, vivre en gratitude. Je pourrais regarder, oh, mais ça, c'est pas correct, ça, c'est pas correct, mais il fait froid, mais il pleut, mais si, mais ça, mais. Il y a tellement de beauté alentour de moi que c'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie. C'est là que j'ai envie de poser les yeux. Et je me suis entraînée, je te dis, Gaëlle, à voir la beauté du monde plutôt que la laideur. C'est juste un choix. Après avoir été longtemps relégué aux gentils principes de la psychologie positive, on sait aujourd'hui, c'est démontré scientifiquement, que la gratitude a de nombreux bienfaits. Et comme tu viens de le dire, c'est avoir une perception positive de sa vie, de ses conditions de vie, Ouais. des relations de meilleure qualité, et puis même favoriser une meilleure santé. Donc, même pour certains, c'est la clé du bonheur, hein. Oui, la gratitude a été aussi un grand tremplin quand ma mère a fait sa transition où je pouvais toujours focaliser sur le manque de sa présence ou encore avoir tellement de la gratitude pour tout ce qu'elle m'a légué, tout ce qu'elle m'a permis de faire, tout ce qu'elle me permet d'entendre, toute la joie qu'elle m'a procurée, toute sa douceur, sa bienveillance, son amour, son... Je m'en suis rendu compte encore plus une fois qu'elle a fait sa transition et j'avais juste envie d'honorer ça avec énormément de gratitude. Comme, ah, merci, puis merci d'avoir créé une mort aussi peut-être surprenant que ça puisse être, mais très rapide, où il y a eu peu de souffrance, certainement une grande souffrance à l'impact, mais elle n'a pas traîné ça, c'était ça qu'elle voulait. Elle voulait une mort rapide. 12 heures après sa chute, elle était déjà sortie de son corps, de son expérience terrestre. Comme, oh, merci. Merci d'avoir choisi de partir. Merci d'avoir choisi de quitter ton corps. Merci de ne pas avoir résisté à rester dans un corps encore plus en souffrance. Comme, j'ai tellement de gratitude qu'elle n'ait pas vécu, par exemple, dans une résidence, dans un CHSLD ou peu importe comment vous pouvez appeler ça, un endroit où les gens âgés, puis elle aurait été paralysée de la tête aux pieds. Tu es décédée avant, quelques mois avant la COVID, avant le fait qu'on puisse célébrer ta mort, qu'on puisse avoir 300 personnes au salon funéraire et tout. C'est comme, oh, merci, wow! Tu as fait ça de façon phénoménale. Merci pour ce cadeau-là. Merci pour ce choix. Merci pour ce cadeau. Merci pour cette non-résistance. Et tu vois comment c'est léger d'en parler. J'ai rêvé à elle. Elle est venue aussi me parler quelquefois à travers des rêves qui étaient des rêves très conscients. Je savais que je dormais. Je savais que je rêvais, mais je savais que c'était vraiment elle qui était là pour me livrer un message ou me parler. Puis je pleure quand je la vois, puis je lui dis comme «Ah, maman, t'ennuies-tu de nous?» Puis là, elle me dit «Ben non, comment je peux m'ennuyer? Je suis partout à la fois, je peux vous voir. Et l'ennui fait pas partie de mon univers. Vous, dans votre expérience terrestre, vous choisissez d'utiliser l'ennui par voir le manque parce que vous choisissez de voir le manque. Mais quand je me suis réveillée ce rêve-là, j'étais comme
Oh wow! Puis il y a une autre fois où elle s'est présentée devant moi, puis j'ai dit: «Est-ce que je peux te toucher?» Puis elle m'a dit: «Oui», puis j'ai juste mis ma main dans son énergie et c'est là, je fais juste ça, puis je le perçois encore. C'était la chose la plus puissante que j'avais jamais touchée. Comme: «OK, c'est juste ça». C'est pour ça que je préfère honorer le mot transition, qui crée tellement plus de possibilités dans mon univers. Merci beaucoup Karine pour cet échange et pour toutes ces pépites qui, j'espère, aideront les personnes qui nous auront écoutés à réfléchir leur vie différemment peut-être et puis à épouser la grandeur de qui ils sont vraiment. Épouser la grandeur, c'est tellement beau, ça, Gaël. Et si jamais il y a une personne qui nous écoute, qui est en deuil en ce moment et qui trouve ça peut-être ardu, mais qui a en même temps envie de voir ça autrement, mais qui est peut-être un peu coincé, je voudrais juste proposer un petit exercice tout court à la fin. Juste pour dire, asseyez-vous, mettez, peut-être créer l'environnement qui vous plaît, que ce soit de la musique ou pas, des bougies ou pas, de l'eau chaude ou pas, ça, c'est pas grave, c'est juste une technicalité. Et demander, par exemple, à la personne qui a transitionné, cher enfant, chère mère, cher grand-père, cher conjoint, cher mari, peut-être juste écrire son nom, cher André, par exemple. Que veux-tu que je sache aujourd'hui? Et baissez complètement vos résistances et laissez écrire votre crayon. Et vous allez être en mesure de recevoir des messages. Et vous allez tout de suite vous rendre compte à quel point vous avez la capacité de connecter à plus grand et d'entretenir cette conversation-là avec des gens qui n'ont plus de corps, mais qui ont encore la capacité de communiquer. Merci à toi de nous avoir rappelé que la vie est un grand terrain de jeu où tout nous est possible. Et la vie et la mort, et la vie et la mort. Wow! Encore plus de ceci, Gaëlle, encore plus de messages puissants comme le tien. Merci infiniment d'aborder des sujets qu'on appelle tabous dans cette vie-ci, mais qui sont simplement des sujets délicieux d'un point de vue de l'âme. Waouh, délicieux. C'est si rare d'utiliser cet adjectif pour parler de toutes ces thématiques et de ces questionnements. Merci encore pour ce changement de regard et de paradigme que tu nous suggères. Alors pour finir cet épisode, je vous propose de retenir 4 des clés que Karine nous a partagées. La première, c'est que notre pensée crée tout de notre vie. Alors c'est à nous de choisir quelle pensée nous entretenons. La deuxième, c'est que nous questionner avec des questions ouvertes permet de lever nos limitations et de nous ouvrir à plus grand. La troisième, c'est pratiquer la gratitude, surtout quand la vie nous chahute. C'est vraiment un outil puissant pour nous aider à changer d'angle de vue, de perspective. Et puis la quatrième, en fait, c'est une question essentielle qui permet de réajuster nos choix pour être plus en phase avec nos aspirations profondes, avec qui on est vraiment. Et cette question, c'est: et si tu mourais demain, serais-tu OK avec ce que tu as accompli? Pour retrouver l'actualité de mon invité, vous pouvez aller sur son site web carinechampagne.ca ou rejoindre sa grande communauté sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux préférés. Plus nous serons nombreux à en profiter, plus ce podcast aura de sens. Et ça a l'air de rien, mais en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute et en donnant un avis, ça aide à le faire connaître. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur le site ainsivalavie.fr et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À très bientôt.